Vas-y Abdou, je te laisse l'expliquer. Donc voilà, le choix est parti sur une situation pressing ultra offensif, parce que là maintenant, tous les clubs le font. La plupart du temps, on demande pour les formations, les équipes de sortir court. Et, et j'ai choisi cet exercice-là qui peut s'adapter à n'importe quel système. Là, peu importe le positionnement des joueurs et des deux groupes. Par contre, on peut l'adapter, par exemple, chaque veille de match par rapport à l'équipe qu'on va jouer, si on est des seniors et on prépare le match la veille, ou par rapport aux jeunes pour leur apprendre les déplacements sur le pressing ultra offensif. Donc, c'est deux groupes. Un groupe, le groupe qu'on voit en blanc, c'est quatre défenseurs, deux demi-def et un gardien qui doivent sortir le ballon court. Ils doivent trouver, pour marquer un point, le mettre dans les buts ou trouver le coach là, au milieu. Et un autre groupe qui est trois attaquants, trois milieux, que eux, ils doivent empêcher la sortie de ballon et à la récupération se projeter, donc la transition vers le but pour marquer un point. Donc le descriptif, le jeu par du gardien, ils doivent passer par une porte, donc les buts, positionnés sur la ligne médiane, voire aussi une passe au coach positionné sur le rond central. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait bien avant de passer à ça. C'est comment expliquer les courses sur le pressing, le pourquoi du pressing, quels sont les éléments déclencheurs du pressing, parce que c'est des étapes. Il faut que d'abord que le joueur comprenne sa façon, son comportement par rapport au pressing. Et après, on travaillera le côté collectif. On peut commencer, par exemple, par des duels 2 contre 2, 3 contre 2, etc., juste pour leur apprendre le bon comportement quand on presse un joueur, comment fermer l'angle de passe, comment la courbe, la trajectoire de la courbe quand je presse pour éliminer une solution sur ma course, etc., emporter le porteur du ballon là où je veux. Donc, ici, le gardien va trouver un des deux centraux. L'arrière latéral doit être considéré comme un leurre, donc on lui laisse la place. Attention que le joueur qui est censé presser l'arrière latéral ne soit pas trop près parce qu'il va empêcher cette solution-là pour le défenseur central. Donc, notre intérêt, c'est que le défenseur central va sentir qu'il est à l'aise, qu'il peut aller trouver l'arrière latéral et sur le temps de passe, c'est là qu'on déclenche, que tout le groupe va déclencher le pressing. Sachant que chaque joueur, il a une responsabilité. C'est lui qui va aller chercher le ballon. Il ne doit pas se faire éliminer. Il ne doit pas lui permettre de jouer dans son dos. En même temps, les autres joueurs, chacun va aller chercher un joueur qui sera peut-être une possibilité de solution au porteur du ballon. Et essayer de récupérer le ballon le plus haut possible pour être le plus près possible du but. J'avais mis certaines modalités du pressing qu'il faut respecter. Par exemple, le joueur, l'arrière latéral, il est dos au jeu, il reçoit un mauvais ballon, une balle aérienne, sur un temps de manque de concentration, une sortie ou une sortie de but ou une touche ou peut-être après avoir marqué un but. Tout ça, c'est des éléments déclencheurs. Certes, l'équipe, elle ne doit pas le faire tout le temps. C'est des périodes bien précises pour déclencher le pressing. Mais quand il faut le faire, il faut que ça soit harmonisé. Il faut que chacun sache ce qu'il doit faire et que tout soit coordonné. Je le faisais souvent tous les vendredis, veille de match, pour qu'on ait un automatisme de groupe. Et au bout de quelques mois, on a vu que sur tous les pressings qu'on déclenchait, on arrivait toujours à 70% récupérer le ballon, parce que même si l'équipe adverse, elle savait qu'on allait le faire, on était tellement coordonnés qu'à chaque fois, il tombait dans le piège. Le danger de cette façon de jouer, c'est surtout ce qu'on appelle les angles morts, donc dans le dos, ou aller chercher un joueur dans l'axe qui peut trouver une solution dans le dos. Et donc, tout ça doit être expliqué bien avant de commencer à travailler le pressing. En fait, il y a un travail de coordination. Donc, alors, euh, on part du principe que tu as une forme de réversibilité que tu travailles là, parce que Oui, dans un tous les premier deux. temps, travailler tes défenseurs sous pression, Voilà. sur la sortie de balle,
et tu fais travailler tes milieux de terrain et tes attaquants sur le pressing. Donc, il y a une forme de réversibilité, c'est ce qui est intéressant sur la situation. Après, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on va travailler ce type de situation, c'est de bien identifier les rôles de chacun. Ouais. Le rôle de chacun, mais le système de jeu en priorité. Ouais. Parce qu'on peut imaginer, on travaille tous des situations d'avant-match et effectivement, après, c'est un peu différent. Senior, on a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos sur nos adversaires, chez les jeunes un peu moins. Donc voilà, c'est déjà d'identifier un peu les forces. C'est vrai que le travail de cadrage, de synchronisation, de mode de starter qui peut déclencher collectivement un pressing haut. Par contre, comme l'a dit Abdou juste avant, si tu tombes sur des joueurs qui sont très bons sur les sorties de balles sous pression, tu peux vite trouver à l'opposé. Et là, on peut voir les dérives d'un pressing côté, c'est que tu vas forcément libérer à l'opposé. C'est ça. C'est pour ça que j'ai mis la zone hachée en noir de l'autre côté pour montrer que si tu as de bons joueurs techniques avec une qualité de passe longue, c'est vrai que c'est une solution. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi travailler aussi, ce que nous a proposé Abdullah, travailler aussi un équilibre, donner des informations aussi que parfois, quand on n'arrive pas forcément à la récupérer parce qu'on tombe sur une équipe qui techniquement est un peu supérieure, c'est d'avoir un équilibre pour que justement l'opposé soit gérable aussi en cas de sortie de balle d'un côté. Ouais, ce que tu as dit là, je suis d'accord sur le côté. Ce que vous avez dit, c'est très bon. Le côté, avant, comme a dit Abdou, avant d'arriver à ce genre de scénario, c'est clair qu'il y a une compréhension de quand le faire, Exactement. Une compréhension de qui pousse à le faire, et une compréhension que tu as mis, Imed, c'est que les joueurs qui sont plutôt les joueurs derrière, les joueurs, à chaque fois, le joueur qui est derrière, c'est celui qui donne le conseil à celui qui est devant. Donc, on va partir du principe que si à un moment donné, l'équipe qui a le ballon vient à s'en sortir parce que le mec qui pressait, il se fait éliminer sur un contrôle orienté, le mec qui est derrière, il a une bonne passe longue, il a une passe à l'opposé. Ça, c'est encore une fois, c'est ce que tu as dit Abdou, c'est une connaissance, c'est une maîtrise, c'est une intelligence de compréhension du jeu. Et des joueurs qui sont comme tes joueurs en jaune, tous ceux qui sont de plus en plus bas dans ce pressing-là, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est là qu'on vient souvent à des milieux défensifs intelligents ou des joueurs plutôt axe, milieu défensif, défenseurs axiaux, qui vont prendre la décision de arrêter le pressing ou continuer à presser, à pousser l'équipe à faire le pressing. Parce que souvent, tu as des aboyeurs, on appelle ça un peu des joueurs, des pousseurs. Et c'est vrai que l'entraînement, il est très bien. Et je pensais à une évolution. C'est que là, OK, on se retrouve à 6 contre 6 avec, on va dire que si le pressing est bien fait, il y a de grandes chances qu'on le récupère. Et si tu veux mettre en difficulté un peu ton pressing, comme tu disais, Imed, tout à l'heure, en mettant juste un attaquant qui se retrouve un peu derrière le dernier jaune là, qui est le long de la ligne médiane, si tu leur mets un attaquant, le rôle de l'équipe des jaunes va être un peu plus difficile. C'est parce qu'ils n'auront pas la vue de où va se placer ce joueur. Et il offre une solution, comme tu l'as dit, Abdou, dans le dos. La gêne de cette passe longue peut être intéressante parce que tu élimines le bloc qui a fait le pressing. C'est pour ça que, Philippe, j'avais dit que pour marquer un point, on peut trouver le coach au pied. Voilà. Il y a une cible. Oui, il y a une cible. Ouais. Donc, après, ça permet. Après, excuse-moi, Abdou, mais après, attention, dans ça aussi, il y a la participation du gardien de but. Oui, donc, bien sûr. Le surnom. Tu vois, parce qu'en fait, le gardien va te permettre de créer aussi ces décalages-là. Ouais. Exact. C'est vrai que maintenant, en plus, avec les gardiens, normalement, ils deviendront de plus en plus des joueurs de foot, parce qu'aujourd'hui, le gardien devient un bon joueur de foot. Et aujourd'hui, là, ce que tu es en train de montrer, Abdou, c'est vrai que, OK, c'est bien, si c'est bien fait, ça peut super bien marcher. Mais c'est vrai que la difficulté qu'il faudra intégrer peut-être plus tard, dans 4, 5, 6 ans, quand les gardiens deviendront tous de très bons joueurs, c'est que là, du coup, tu te retrouves vraiment à 7 contre 6, quoi. Oui. Là, la raison, c'est que le 7e, le gardien, à l'inverse de peut-être un attaquant qui serait derrière le dos des jaunes, en fait, le gardien peut devenir une problématique de l'équipe qui presse, quoi, si le gardien est bon au pied, quoi.
Donc, c'est pour ça que j'avais accentué surtout sur la répétition. Parce que chaque exercice, à chaque fois qu'on va le faire, on va trouver une nouvelle possibilité de sortir du pressing. J'ai une petite équipe U14, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ces derniers temps, les pauvres, ils mangent que ça. Pourquoi? Ouais. Parce que comme ils sont petits, on se retrouve toujours à jouer contre des grands et fortes de taille. Ils viennent nous presser très très haut. Et j'ai vu l'évolution, les gamins, ils arrivent à s'en sortir dans n'importe quelle situation court. Pourquoi? Avec le temps, l'équipe qui presse, elle va toujours rajouter un ingrédient en plus pour que l'équipe en face, elle ne sort pas. Et l'équipe qui est sous pression, elle va toujours essayer d'être plus maligne que l'autre pour trouver des solutions. Et le fait de le faire plusieurs mois, après, on va s'adapter à tous les systèmes. Par exemple, on joue une équipe qui joue le 3-5-2, voilà comment on presse. On joue une équipe qui joue 4-4-2 à plat avec deux demi, voilà un seul demi, comment on fait. Et Imad l'avait dit tout à l'heure, si on l'adapte aux seniors qui ont plus d'informations sur l'équipe, sur l'adversaire, etc., ça permettra aussi de mettre dans le contexte réel du match de demain pour cette équipe quand elle va les chercher avec des joueurs cibles, avec des joueurs capables peut-être de faire avec des défauts bien précis, un gaucher arrière droit, comment il va prendre son ballon, etc. Toutes ces informations-là sont utiles à nos joueurs pour préparer leur match d'après. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, c'est ce qu'on répète à chaque émission. C'est bien ce qu'on l'a abordé, ça montre bien que tu es un bon formateur de formateurs. Et que tu as donné des consignes qu'on donne à chaque émission, c'est important. Quand on met un exercice en place, bon, celui-là, il est un peu plus spécifique, donc il faut bien le maîtriser avec déjà d'autres choses avant. Mais une fois qu'on met un exercice en place, le but, c'est de le répéter, de le répéter. Voilà. Une fois qu'il sera maîtrisé, on ajoute des éléments qui apporteront de nouvelles problématiques. C'est ça l'objectif. On est dans la même longueur d'onde puisque je dis à mes joueurs, je préfère faire l'exercice 20 fois et vous le comprenez que flirter des exercices qui servent à rien et vous ne comprenez rien du tout. C'est ça, c'est bien ce qu'on répète à chaque fois. C'est pour ça que là, on est bien dans la partie formation. C'est bien ça, on a le temps. Il faut que le joueur devienne intelligent. Il ne va pas faire ce qu'on lui demande. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'entraîneur qui propose l'exercice, déjà, lui, en priorité, doit comprendre pourquoi il le fait et pourquoi il le fait à ses joueurs et dans quel intérêt il le fait. Donc, si lui, voilà. déjà, on gagne un point. Ensuite, il va essayer de le faire comprendre à ses joueurs. Ces joueurs, ça ne va pas toujours marcher, ça ne va pas toujours être nickel. Mais si le formateur explique et prend le temps d'expliquer à ses joueurs, il va le refaire une deuxième fois, ils auront compris des choses. Il va le faire une troisième fois, les joueurs vont se l'adapter un peu plus. Une troisième, quatrième fois, les joueurs vont bien le maîtriser. Ça va devenir super facile. Et là, le formateur ou le bon entraîneur va rajouter des conditions, des nouvelles règles qui vont perturber la maîtrise. Et donc, les joueurs vont réadapter et donc réapprendre, améliorer. Et donc, on les amène à réfléchir. Donc, ce ne sont pas des machines, ce sont bien des joueurs intelligents. On les amène à être un peu entraîneurs quelque part dans leur esprit. Aussi, juste un dernier point, c'est que ces exercices-là nous permettent des fois, si on a un effectif de 14, ou les 14 qu'on va prendre, ou les 16 qu'on va prendre la semaine, ben, tout le monde est impliqué dans le jeu ou dans la situation. Parce qu'on part sur une situation au début, avec des ballons qui partent toujours du gardien. Quand on voit qu'on commence à maîtriser la situation, quand on arrive à sortir les enchaînements, là, on passe à un jeu où des deux côtés, ils ont des consignes, il faut marquer des buts, etc., pour laisser jouer et faire ressortir ce qui a été travaillé en situation. C'est ça. Non, exact. Donc, bon exercice qu'on peut appliquer, comme tu l'as dit, dans différentes catégories. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est avant d'en arriver à ça, il y a d'autres choses à faire dans les jeunes. C'est déjà maîtriser les contrôles des passes, hein, le B.A.B.A., toute la base. B.A.B.A. Déjà, quand ils maîtrisent les contrôles des passes, ça aide à ce que les joueurs qui sont en train de faire du jeu, parce qu'on le voit assez souvent, maintenant, tout le monde veut faire du Manchester City, du Barcelone, à faire des relances très, très basses. Sauf qu'avant de faire ça, on est d'accord, maîtrisons d'abord les passes, les contrôles et les mouvements, les déplacements en fonction de l'adversaire. Donc, c'est le B.A.B.A., c'est les bases. Et après, bien sûr, on aboutit à des pressings comme tu veux faire et qu'on applique à son équipe. Voilà. C'est un bon exercice, ou en tous les cas, c'est des choses à faire et à travailler, à retravailler.